vous m'entendez bien? Salut, salut. Hop, je bouge un peu le truc, je suis désolé, je suis un petit peu en retard, je crois. C'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste me dire, il y en a juste un en fait qui va me dire si c'est bon, si vous m'entendez bien, et après le reste, ça sera bon. Yes, ok, parfait, parfait. Donc aujourd'hui, le thème en fait aujourd'hui, c'est parler un petit peu de la partie aquatique, alors la différence entre l'aisance aquatique et la partie comment dire natation. Et du coup, comment le aisance aquatique et juste être un bon nageur, d'accord? Parce qu'il y en a qui sont très très bons nageurs mais qui sont pas à l'aise au niveau de l'aquatique. Donc là en fait, ce que je vais faire, je vais demander à Fred, Bing, de me rejoindre. Pour que je suis certain qu'ils le connaissent, qu'il va être là avec moi et comme ça va être cool et ça va vous permettre vraiment de comprendre différentes choses par rapport à l'aisance aquatique, la natation, deux, trois petites choses à travailler là-dessus. Ok. Donc là, les questions, je les avais vues je les avais vues en story, donc les questions auxquelles Fred va répondre. Et après voilà quoi. Salut Fred, ça va? Ah, salut, ça y est, j'ai réussi à Alors me attends, connecter. yes, attends, bouge pas parce que on me dit qu'on m'entend un peu moins avec des écoutes. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien, toi, Fred? Ouais, moi, ouais, je t'entends bien, ouais. Ok. Et les autres m'entendent bien aussi? C'est bon là ou pas? J'attends juste pour voir si tout le monde m'entend bien. Normalement, c'est bon. Ok, super, parfait. Ok, donc je vous avais prévenu, hein, je voulais faire un petit truc intéressant avec un copain que j'ai rencontré en 2012, donc Frédéric Bousquet, pour ceux qui connaissent pas. Donc Fred, en fait, faisait partie des meilleurs nageurs de l'équipe de France, a fait des Jeux Olympiques. Et en fait, il a eu une expérience avec nous en 2012. Il est venu chez les commandos marines et il a participé à un petit stage. Donc, je vais le laisser se présenter pour ceux qui le connaissent pas. Et ensuite, sur les questions que je vous ai montrées, je vais lui poser quelques questions. À toi, Fred. Allez, bon ben, bonsoir à tout le monde. Enfin, j'espère que tout le monde va bien malgré ce confinement actuel. Une petite présentation rapide. Alors, désolé, j'ai pas vraiment l'habitude de faire des lives sur Instagram. Teddy me fait faire ma première. Comme il m'a fait faire beaucoup de premières choses pendant ce fameux stage commando. Écoutez, j'ai nagé pendant quelques années, entre l'âge de 16 ans et 37 ans. J'ai fait 20 ans en équipe de France, 4 Jeux Olympiques, une médaille sur le relais 400 à Pékin, une médaille d'argent, et quelques médailles internationales, non, 3 records du monde, pardon. Et puis voilà, quoi, tout le tour. Ok, une petite question juste comme ça. Tu continues à nager là? Tu nages toujours autant? Bah pas hors confinement, je dis. Tu vas quand même t'entraîner souvent ou t'as complètement Alors, changé? non, je dois avouer une chose, c'est que depuis que j'ai pris ma retraite sportive, je continue de faire du sport, je continue de m'entretenir pour le plaisir, évidemment, et pour garder un certain équilibre sur ma carrière professionnelle désormais. Maintenant, dans l'eau, j'ai eu un peu plus de mal à y retourner. Ceci dit, j'y suis retourné depuis peu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir, et voilà. J'ai la chance d'avoir une petite piscine chez moi. Je me suis trouvé un petit système en accrochant un élastique au mur et je nage sur place. C'est un peu le pompe pour un nageur, mais ça me fait du bien. Par contre, ça me permet de me dépenser un petit peu et retrouver l'élément aquatique est assez apaisant en cette période. Ok, cool. Donc voilà, donc là l'important à travers ce truc, Fred, c'est que sur FS Coaching, il y a beaucoup de jeunes et des mecs qui sont aussi bien des jeunes qui veulent rentrer à l'armée, police, dans tous les services étatiques. Et il y a aussi maintenant de plus en plus des personnes qui sont déjà en unité et qui veulent travailler, perfectionner sur différentes choses. Donc la partie prépa physique spécifique, grimper de corde, traction, etc., etc. Et pas mal de personnes qui se posent beaucoup de questions sur la partie aquatique parce que bah tu t'as vu à Lorient, on va en parler, il y a la cuve. La cuve, elle fait peur à beaucoup et même vous avez vu certaines choses à la cuve avec certains membres de l'équipe du Cercle des nageurs de Marseille qui justement ont été surpris par la cuve. Et c'est pour ça en fait, donc à travers différentes questions, on va pouvoir un petit peu voilà avoir ton ressenti à travers ton expertise. La première question en fait qui est revenu lorsque j'ai posé le petit questionnaire, c'est des problèmes pour travailler l'apnée. En piscine, les gens ne peuvent plus faire de l'apnée parce qu'ils sont pas surveillés, parce qu'ils sont pas deux, etc. Il y a des piscines, c'est un peu compliqué. Donc moi, ma première question,
qu'on voulait te poser, c'est comment est-ce qu'on peut travailler l'apnée sans forcément aller à l'eau? Est-ce que toi, comment tu le faisais? Oui, bien sûr. Alors, bon, nous, on avait la chance d'être surveillés. Donc, on avait la possibilité de travailler l'apnée énormément pendant les entraînements. Et d'autant plus pour moi qui étais sprinter, et j'effectuais mes courses sans respirer, enfin, dans la limite de 50 mètres. Hein, donc l'apnée était quand même un élément très important de ma préparation. En 50 mètres, Maintenant, il y avait... en 50 mètres Pardon? sprint, en 50 mètres sprint, tu faisais un 50 mètres sprint sans respirer? Non, mais parce que, en tout et pour tout, ton effort, il est intense, d'accord, mais il ne dure qu'une vingtaine de secondes. Donc, toute chose relative, on a quand même la possibilité, la capacité, en s'entraînant un minimum, de retenir sa respiration pendant 20 secondes. Maintenant, il y avait quand même d'autres possibilités pour travailler l'apnée. La réaction immédiate, enfin d'instinct, on va se dire, bon, ben, je vais me mettre dans mon canapé et je vais bloquer ma respiration pendant X temps et essayer d'augmenter à chaque fois la durée. Celui-ci de travail d'apnée, il n'est pas très révélateur de nos compétences réelles puisqu'on est statique et on ne fournit aucun effort. Ce que j'avais travaillé pendant quelques temps avec un de mes entraîneurs à Marseille, qui s'appelait Maxime Cornillier, on faisait beaucoup de préparation physique. Et dans ce cadre-là, certaines préparations physiques que l'on faisait, il les faisait faire en apnée. C'était du travail de musculation, donc ça pouvait être sur des tractions, sur des dips, sur des squats également. Alors, squat, tout est vraiment relatif parce que on a souvent déjà tendance à bloquer la respiration sur les squats et on l'a vu et on le voit énormément sur les réseaux avec des vidéos qui sont plutôt drôles puisqu'on voit les gens sauter, mais ça peut être très dangereux. Enfin, je veux dire, moi, ce que j'avais particulièrement apprécié comme travail d'apnée en dehors de l'eau, c'était sur un vélo stationnaire, donc un vélo d'appartement, où pendant la séance que j'avais à faire, qui durait environ 1 heure, il y avait une partie, généralement, qui était à la fin de cette séance. Auparavant, je faisais du fartlek, donc du travailler vite et souple sur une certaine durée. Mais à la fin de la séance, je faisais environ 10 minutes où je faisais du pédalage, donc avec une résistance légère, moyenne, pas légère, mais moyenne, et où je faisais en fait des séries très simples, c'est-à-dire que je faisais des séries pyramides. Je faisais 1 minute où pendant 5 secondes, je bloquais ma respiration, je respirais pendant 5 secondes. D'accord. Ensuite, 1 minute 10-10, 1 minute 15-15, jusqu'à aller jusqu'à 30-30. En apnée, c'est-à-dire 30 secondes d'effort, 30 secondes d'apnée. 30 secondes d'apnée et Ok. 30 secondes en respirant. Ok. Voilà. Avec un effort constant. C'est pas parce que tu arrêtes de respirer que tu bosses moins dur sur les jambes. Et ça, c'était assez révélateur de ta capacité à retenir ta respiration plus ou moins longtemps. Maintenant, tu pouvais toujours tricher parce que tu peux mettre tu peux régler la molette et faire une résistance moins importante, mais c'est pas le but. Le but, c'est de se challenger. Ce qu'on faisait également, nous ici à Marseille en reprise et en début de saison, j'allais souvent courir avec lui. Toujours le même principe, où en fait pendant le footing, il me faisait bloquer ma respiration pendant le temps de foulée en essayant de l'augmenter à chaque fois. Voilà. Donc tu pars pour un footing de 30-40 minutes, à un moment dans ton footing, plutôt sur la fin, c'est d'ailleurs mieux, enfin c'est plus conseillé d'après les spécialistes, et d'ailleurs ce qu'on faisait dans l'eau, on faisait toujours les séances d'apnée à la fin de l'entraînement. Sur les 10 dernières minutes, tu vas faire 4 foulées sans respirer, 4 foulées en respirant, 6 foulées, puis 8, puis 10, puis un peu le max que tu peux faire, sans pour autant te sécher les jambes et te vautrer. Voilà. D'accord. Est-ce que tu le conseilles de le faire tout seul? Est-ce que quelqu'un tout seul peut le faire? Est-ce qu'il a pas un jeune Alors, ou est-ce qu'il peut pas avoir un souci de s'épanouir ou... La difficulté de travailler l'apnée en bassin, c'est que à tout moment, tu peux te noyer, tu peux rester au fond. Tu as ce fameux phénomène à un moment, tu passes un cap et tu n'as plus envie de remonter. Ça, là, c'est dangereux. Sur un vélo stationnaire, je dirais que la pire des choses qui peut t'arriver, c'est de tomber du vélo. Enfin, t'évanouir et tomber du vélo. En courant, ça peut être un peu plus risqué également. Tu peux tomber, mais sur la route ou ailleurs. Donc, toujours faire ça de manière raisonnable et raisonnée. Il y a une progression à avoir dans la séance au niveau de l'apnée. Tu ne vas pas commencer directement par retenir ta respiration en 1 minute. Tous les apnéistes que nous, on a eu la chance de côtoyer à Marseille, te le disent. C'est un échauffement pulmonaire et petit à petit, tu vas pouvoir passer des caps. Mais ne compte pas passer des caps sur la première séance. Ouais. C'est quelque chose à faire, à le faire de manière répétée et régulière. De toute façon, tout entraînement, toute activité physique ne s'améliore qu'à travers la répétition des séances. Ok, parfait. Et je rajoute une petite question à cette question par rapport au stress
qui est engendré lorsque tu vas faire une épreuve ou quand tu vas justement te retrouver face à ton parcours, etc. Est-ce que comment l'optimiser de façon à ce que ça ne vienne pas gâcher ton apnée? On le voit, par exemple, Alors, moi, quand j'ai passé le BNSSA, on avait 3 apnées de, je sais pas, de 10 secondes, etc., mais où tu es toujours en train de bouger et c'est pas bien long. Mais par contre, étant donné que l'exercice n'était pas évident, bah, ça réduit considérablement ton apnée. Donc, comment est-ce que tu faisais, ouais. toi, pour gérer ça? Bah, il y a eu deux choses, il y a eu deux étapes. La première, ça a été d'accepter ce stress. Pendant de longues années, en tant que compétiteur, on essaye de complètement obstruer le stress et de l'annuler complètement. Jusqu'à ce que tu découvres que finalement le stress fait partie intégrante de la performance. Bien Donc sûr. accepter le fait d'être stressé, c'est une bonne chose, c'est révélateur de l'importance que tu prêtes à ce que tu vas faire. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est identifier les facteurs de ce stress. Le stress, entre guillemets, qu'est-ce que c'est d'une manière un petit peu plus physique? C'est tes muscles qui se contractent, pardon, une tension musculaire certaine et une accélération du rythme cardiaque. Euh, pour non pas contenir ce stress, mais le maîtriser et le contrôler légèrement, ce que je faisais avant mes compétitions, avant mes courses ou avant une épreuve qui faisait augmenter mon stress comme les épreuves que vous nous avez fait passer pendant ce fameux stage, c'est un travail sur ma respiration. Et en même temps, ça me permettait d'échauffer mes poumons avant d'effectuer ma course. Donc un échauffement des poumons, je le faisais très simplement. J'allais m'isoler dans un coin, on est en compétition. Alors imaginez, on est en compétition de natation, il y a un peu plus de 600 nageurs au bord du bassin, à peu près le même nombre de coachs, kinés, préparateurs physiques, donc ça grouille dans tous les sens. Les bassins en France, vous les côtoyez, vous les voyez, c'est pas non plus des grands espaces, il n'y a pas beaucoup de place. Donc j'ai essayé de trouver un endroit reclus un petit peu, de m'isoler. Je m'allongeais tout simplement au sol, je me mettais souvent une serviette sur les yeux, sur le visage, et je partais sur une concentration sur ma respiration. Et en faisant des grandes inspirations et petit à petit les bloquer, pour les bloquer de plus en plus longtemps. Je faisais ça pas très longtemps, ça durait 5-10 minutes maximum, mais ça me permettait moi de m'apaiser énormément, et en D'accord? même temps de me sentir beaucoup plus léger. Et c'est ça qui me permettait de me préparer véritablement avant une épreuve avec énormément de stress lié aux enjeux. Ok. Merci pour cette première réponse, cette première question. Donc, déjà, je pense que ça a dû donner des petits exemples d'entraînement justement pour bosser cette apnée hors piscine. La deuxième question que je vais te poser, c'est comment gagner en endurance aquatique. L'endurance musculaire, tu connais, donc je parle hors de l'eau, fatigue musculaire, gagner de l'endurance, etc., pour devenir le plus résistant possible dans un effort qui va durer très très longtemps. Comment est-ce qu'on peut le faire en piscine? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je prends toujours mon cas, hein, voilà, je n'ai pas l'habitude de nager à 1000 mètres. Comment est-ce que je vais pouvoir arriver à faire un 1000 mètres assez, on va dire, de façon structurée, et gagner surtout sur cette endurance aquatique? C'est une réponse très simple et je dirais presque très élémentaire dans le sens où il n'y a pas de secret. C'est un petit peu la même chose pour toutes les activités physiques. Quand on veut gagner en endurance sur du vélo, on pédale longtemps, on pédale souvent. La même chose pour le footing et je dirais que c'est la même chose pour la natation. Le plus important dans la natation, c'est que c'est un sport de sensation. On peut avoir une excellente condition physique, on peut être je vais prendre l'exemple des triathlètes. Les Ouais. triathlètes, c'est des athlètes qui sont extrêmement complets, qui ont des aptitudes physiques hors du commun, qui sont capables de courir un marathon, qui sont capables de rouler 200 km, et la plupart se noient sur 1,5 km de nage en mer ou en lac. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils n'accordent pas assez de temps, à mon goût, à mon avis, au temps qu'ils passent dans l'eau. Si vous voulez, c'est pas une question de passer 3 heures d'affilée dans l'eau, mais c'est une question de passer 3 fois 1 heure par jour. D'accord. Voilà. C'est en répétant et de manière régulière les entraînements aquatiques que l'on va gagner, d'une part en technique, d'autre part en aisance aquatique. Et le dernier qui va en être le résultat, ça va être une capacité à nager plus vite, plus longtemps. Ok. Voilà. Donc la véritable clé pour augmenter son endurance dans l'eau, c'est de répéter les séances le plus souvent possible. Voilà, pas besoin de rester 2 heures ou 3 heures comme je le disais, mais par contre, réussir à nager même 20 minutes non-stop le premier jour, puis la deuxième semaine, on passe à 30 minutes, 40 minutes, mais tout ça de manière répétée le plus souvent possible. C'est-à-dire que si on peut nager tous les jours, il ne faut pas hésiter.
Si vous avez la possibilité de nager tous les jours, faites-le. Ok. Et que ça soit en pleine mer, en bassin, c'est pareil. Hein. On va gagner quand même de l'endurance aquatique. Ah, bien sûr, bien évidemment. Après, il faut savoir qu'en pleine mer, on va avoir des sensations différentes. Les bassins chlorés nous font moins flotter qu'une eau salée. Donc ça, il va y avoir une différence avec ça. Il faut savoir aussi qu'en pleine mer, il faut savoir jouer avec les courants et jouer avec les vagues. Ça aussi, on peut lire tout ce qu'on veut. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas l'apprendre. D'accord. C'est la même chose. Ok. Et ça, c'est juste à titre perso pour les gars qui suivent et les nanas qui suivent le truc. Toi, environ, par même si tu étais plus sur du court distance, est-ce que tu faisais comme des longues distances en entraînement? Est-ce que c'est arrivé des fois de nager des longues distances alors que c'est pas ta distance de prédiction, mais par contre, il fallait quand même le faire. Non, mais c'était obligatoire, si tu veux, dans un cadre de préparation à une performance. On partait sur un cycle qui faisait environ 18 semaines. Il y a pour acquérir un seuil de performance assez intéressant, on partait sur un cycle de travail de 18 semaines. Les premières semaines vont être essentiellement sur la condition physique. Donc que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau, on travaillait tout ce qui était cardio et endurance. Donc là, c'était les premières semaines qui étaient pour moi les plus difficiles en tant que sprinter. Tu me faisais enchaîner des distances de 200 mètres, 400 mètres, voire 800 mètres. C'était pas ma tasse de thé, je me noyais souvent, mais je savais qu'il fallait que je passe par là. Voilà. Ok, super. Merci pour cette deuxième réponse. Nickel, parfait. Prochaine question. Alors, durant ce stage, en fait, durant le stage que vous êtes venu faire à Lorient, je me rappelle bien du moment où vous avez perçu votre tri et je te revois encore en train de réfléchir à ce qu'on allait faire, de voir un petit peu l'ambiance et tout, et puis voilà ce petit truc. Vous avez eu donc on a fait des parcours physiques, on a fait le parcours commando, je crois, le parcours assaut. On a fait du tir, vous avez fait des séances de tir avec des séances d'investigation avec des gens du CTLO. On est parti dormir dehors, on a fait une petite nuit qui était pas mal dehors, sur l'îlot Saint-Michel. Petite nuit sur l'îlot Saint-Michel. Ouais, c'était cool. On a fait un petit parcours aquatique en piscine et on a fait aussi une petite cuve. Pour toi, sur cette semaine, donc c'était une semaine assez condensée, quelle a été l'épreuve la plus dure lors de ce stage? Pour toi en tant que nageur, justement, et celle que tu attendais le plus, est-ce que ça a répondu à ce que tu pensais ou est-ce que ça a été complètement une désillusion? Qu'est-ce qui était le plus dur? C'était loin d'être une désillusion, mais c'était loin d'être en accord avec ce que j'avais pu imaginer comme type d'épreuve. On avait eu la chance d'avoir les épreuves ou les défis qui allaient nous être présentés. Donc instinctivement, on s'était tous dit, et moi le premier, que le parcours aquatique serait sans doute celui où on serait le plus à l'aise, où on reprendrait un petit peu nos marques dans notre élément naturel, nous en tant que nageurs. Je dois avouer que avant de pratiquer les épreuves, celle qui m'angoissait le plus, celle que je redoutais le plus, c'était l'épreuve de la cuve, dans le sens où c'était une épreuve de nuit, sans lumière, et qu'il fallait effectuer un parcours sous l'eau. Donc j'avais quelques appréhensions par rapport à ça. Et aussi surprenant que ça puisse être, l'épreuve qui m'a provoqué le plus de difficultés, dans laquelle j'ai été le moins à l'aise, c'est définitivement le parcours aquatique, tellement éloigné de tout ce que j'avais l'habitude de vivre et de sentir dans l'eau, que la panique est rapidement venue. La panique, à quel moment tu as eu la plus grosse... Moi je me rappelle très bien, hein, parce que je t'ai parlé justement quand tu as eu ce moment de panique. Quel a été pour toi justement on va dire l'atelier pendant ce parcours où la panique s'est installée et là c'était vraiment compliqué? Là où ça s'est installé, c'était en fait ça a été peu de temps après le plongeon. Il y avait un over-under à faire sur des planches. Il faut remettre dans le contexte, c'était qu'on était en tenue. Ouais, on était habillés, on était en tenue, on avait un équipement, je sais plus ce que vous c'était. aviez un gilet sur vous, donc un gilet tactique, vous aviez un casque roller, les lunettes de piscine et un holster si je me souviens bien. Ouais, il y avait le fameux casque. Le Et casque a énormément gêné. Ouais, le casque a énormément gêné. Bah, évidemment, nous, on est habitués à avoir des bonnets qui sont bien serrés, bien collants. Et là, on avait un casque qui se baladait dans tous les sens, des fringues qui, une fois qu'elles étaient mouillées, pesaient une tonne. Et une fois que ce parcours a été effectué de over-under, en fait, il fallait faire un passage sous l'eau. Et ça a été à ce moment-là, justement. On en parlait tout à l'heure sur la partie apnée. J'étais déjà à bout de souffle d'avoir pratiqué un effort.
j'étais pas sur un effort chronométré, puisqu'il y avait un parcours à valider, à effectuer, et j'avais pas de temps imparti, donc j'aurais pu prendre mon temps, et malgré ça, je me suis mis dans le stress, et j'ai pas très bien géré cette émotion-là, ce qui fait que je me suis lancé, et ça a été le moment de panique, vraiment, dans le parcours. Ça a été cette partie à passer sous l'eau, en plus avec un certain manque de lucidité, c'est que j'aurais pu très bien prendre un autre chemin, et ça a été la plus grosse difficulté de ce parcours, ça a été la partie sous l'eau en apnée. Ok, j'ai juste vite fait un petit bonjour à William. Il y a William Ménard qui vient de me dire bonjour là. William a fait partie aussi William a fait aussi partie de ce stage et bah William, on se fera un petit truc ensemble aussi. On se fera justement dans une deuxième petite version. J'espère que tu vas bien. Donc en fait, donc si je résume, en fait, ce qui est marrant, c'est que toi, en tant que donc, sur tes performances que tu faisais sur un 100 mètres sprint, tu prenais à peu près une respiration sur 50 mètres, ou même pas des fois, où voilà, on va dire sur 100 mètres, tu en prenais une par 50 mètres. Donc au niveau de l'apnée, tu étais très très bon. Et là, en fait, sur un parcours qui quelque part pour nous semble très très simple, mais pour des gens justement qui viennent du monde de la piste, de la natation, ça devrait être encore plus simple parce que vous avez la base de tout ça, de l'élément aquatique. Bah, c'était le plus dur. Donc ça, en fait, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. C'est ce que j'expliquais beaucoup à la communauté, aux jeunes qui préparent les tests et ceux qui sont déjà en UT qui visent les tests. C'est pas la peine d'arriver de faire un 100 mètres en, comme tu dis, en 50 mètres en 20 secondes ou ce que tu veux, d'être hyper bon en maillot de bain et d'avoir une bonne glisse. Non, il faut vraiment travailler cette aisance aquatique. Et l'aisance aquatique, eh ben, en fait, c'est le plus dur et c'est là où on a beaucoup d'échecs parce que, comme tu l'as dit, il y a l'appréhension de beaucoup de choses, il y a l'appréhension, comment dire, avec l'équipement. En même temps, il faut réfléchir parce que là, je sais plus si on vous avez demandé des éléments de réflexion pendant le parcours, mais non, pendant le parcours, on a aussi de la réflexion avec des choses à retenir et tout. Donc, tout ça, c'est à travailler. Et c'est bien que c'est bien que en tout cas, moi je trouve, hein, c'est bien que c'est pour ça que ça a vachement, que j'ai bien accroché avec toi et d'autres et les autres aussi, hein, mais dès le départ que tu as eu cette humilité en fin de stage, vraiment de dire bah waouh, c'est un truc c'est totalement différent et on vient d'un monde de sportifs de niveau où on nage et là on se retrouve dans l'eau et on a l'impression de plus savoir nager comme on voudrait et c'est vraiment cool. Et c'est ce que les jeunes et c'est ce que vous devez vous retenir, c'est que moi je suis pas un bon nageur, mais j'ai jamais été échec sur les parcours et jamais été échec à la cuve. Et je suis vraiment loin d'être un bon nageur. Attention, hein, c'est pas non plus que je coule, mais je suis pas un super bon nageur. Mais par contre, je suis à l'aise dans l'eau. Et quand je dis à l'aise, c'est ça, je suis capable juste de me déplacer, je suis capable de faire une apnée, de faire un nœud sur un cerceau en bas, je suis capable de descendre à 3 mètres, je suis capable de tracter un mec, voilà. C'est ça. Et ça, c'est ce que vous pouvez retenir. Bah, ce qu'il faudrait peut-être retenir aussi, c'est que dans le cadre de tout ce que l'on a effectué, nous, c'est vrai qu'on est arrivé, alors avec une certaine peur au ventre liée à l'inconnu et de savoir un petit peu à quelle sauce on allait être mangé par vous, tout simplement, mais on est arrivé aussi avec nos petits orgueils, nos petites fiertés, de se dire, attends, on est des sportifs de haut niveau, les épreuves physiques, on va les faire comme ça. Là, on n'avait pas pris en considération tous les facteurs. C'est-à-dire que nous, en tant qu'athlètes de haut niveau, on est toute l'année dans notre petite bulle de confort, où on a des gens autour de nous qui sont là pour nous faciliter tout ce qui est dans la préparation de la performance. Et vous nous avez pris à l'inverse. C'est-à-dire que vous nous avez mis dans les conditions les plus difficiles et les presque indélicates, je dirais, dans le sens où on était dans la gestion du stress en permanence et dans la difficulté liée au parcours que l'on devait effectuer. C'est-à-dire qu'un parcours aquatique tel qu'il était présenté, s'il n'y avait pas eu le fait de sauter dans l'eau avec les yeux bandés, s'il n'y avait pas eu le fait d'avoir tout cet équipement sur le dos, ça aurait été pour nous ce qu'on a l'habitude de faire, d'être mis dans les meilleures conditions possibles. Là, ce n'était pas le cas. Donc, ce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est savoir se mettre dans l'inconfort avant l'épreuve. Exactement. En fait, le but, c'est ça, c'est que, comme on dit, nous, on est capable de s'adapter dans toutes les situations. Et du fait, en fait, on vient faire volontairement vous créer une perte de repère, que ce soit quand vous avez tous les jeunes qui vont faire les tests, ceux qui vont faire des tests, que ce soit chez les commandos, au RAID, GIGN, tout ça, ça va être ça. On va travailler sur la perte de repère, parce qu'en fait, c'est en ayant une perte de repère, c'est là on voit la capacité de certains à s'adapter et d'autres en fait qui subissent, c'est tout simplement ça. Donc c'était cool. Super. Prochaine question. Donc ça c'est une question. Alors je sais exactement, c'est Teva qui l'a posé. C'est quelqu'un qui prépare des tests.
quels sont les critères d'évaluation pour que tu utilises pour mesurer ta performance à vos objectifs? Dire, est-ce que tu fais des chronos pour savoir où tu en es? Est-ce que tu sais qu'à un moment, quand tu sens une certaine glisse qui fait que là, tu dis, OK, là, je suis bien parce que ça y est, je sais que mon temps va être bon parce que ceci, cela. Quels sont les critères? Comment tu évalues à chaque fois comment dire, tu mesures ta performance, pardon. D'accord. En gros, c'est comment je mesure mon état de forme physique avant une grosse échéance. C'est ça, C'est ça un petit peu. critères qui te font dire que tu es prêt. Ouais, alors, il y a des petits tests que l'on fait, nous, dans l'eau, à l'approche des compétitions. C'est-à-dire qu'on sort, on fait tous un gros travail de préparation, une grosse période de travail assez lourde. Et les semaines précédant l'échéance principale, on aborde tous un repos, une diminution des efforts, une diminution des distances dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on sent que la forme revient petit à petit. Et il y a à J-3 J-2 pardon, de notre course, du jour de notre course, on fait ce qu'on appelle un stinger, ce qui nous permet en fait de réactiver un petit peu notre corps dans l'effort intense, en nous mettant en difficulté sur cet effort et de savoir un petit peu comment on s'en sort. Un exemple tout simple, c'était nous, par exemple, les sprinteurs, pour nous préparer à faire un 50 en compétition, notre stinger, il correspondait à faire un 25 mètres départ plongé, à fond le plus vite possible. On finissait la longueur en souple, donc on faisait 25 mètres en souple. On arrivait au mur, et là, arrivé au mur, on prenait 2-3 respirations et on repartait pour un 25 mètres, mais sous l'eau, en ondulation le plus vite possible. Voilà. D'accord. Et les chronos qu'on effectuait, bon, on avait commencé à les faire en saison, on les avait fait les années précédentes, donc on avait des repères chronométriques qui nous permettaient de savoir si on était en meilleure forme ou en moins bonne forme et savoir faire les ajustements en fonction de ça. D'accord. Et donc au niveau de la partie donc physique et au niveau de la partie technique, comment justement les critères, comment est-ce que tu vois si ton geste c'était un geste parfait, si c'était un geste, t'avais des gestes peut-être parasites, comment vous l'analysez ça? Non, le geste parfait, bon, après le geste parfait, il correspond enfin, plus ou moins à chaque nageur. Il n'y a pas une technique idéale pour tout le monde, mais en fonction de tes capacités, en fonction de ta physiologie en tant que nageur, vous savez si tu es plus ou moins bien techniquement, tout simplement en te sentant plus haut sur l'eau. Quand on est fatigué, quand on commence à vraiment se fatiguer quand on nage, on a du mal à sortir les épaules. C'est un peu souvent ce qu'on entend comme retour à la fin d'une course ou à la fin d'un effort assez long en natation. Tout le monde se dit « Ah, mais j'arrivais même plus à sortir la tête pour respirer, j'avais les épaules qui ressortaient plus de l'eau. » Nous, quand on se préparait, quand on arrivait en bout et en bout de préparation, avec la désolé, j'ai eu un appel, avec la forme physique qui revenait, on se sentait de plus en plus haut sur l'eau. Donc en fait, on faisait des vidéos avec les entraîneurs, et en regardant ces vidéos, on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus de parties de notre dos qui sortaient de l'eau. Et c'est comme ça qu'on savait que notre technique, elle était bien calée pour la compétition. Ok, cool, parfait. Autre question qui reprend un petit peu, où on en a déjà un petit peu parlé, mais comment donc le stress avant l'épreuve, c'est ce que tu nous as déjà dit, c'est-à-dire que toi pour gérer ton stress avant l'épreuve, c'est que tu te mettais allongé, une serviette, et c'était que la respiration. Est-ce que tu avais aussi de la visualisation, ou est-ce que tu avais aussi cette partie que nous on fait aussi, certains font cette projection mentale qui te permet justement de voir ta course, de te voir sur le plot? Est-ce que tu le faisais aussi, tu avais un rituel? La visualisation, je la faisais souvent pendant l'année, beaucoup en période d'affûtage, donc sur les semaines qui précédaient l'épreuve. Néanmoins, juste avant l'épreuve, non, parce que pour moi, tout devait être vraiment calé et presque automatique. Donc, vivre l'épreuve avant même de la faire réellement, pour moi, j'avais peur de perdre de l'influx nerveux. D'accord. Forcément, quand tu visualises l'épreuve, tu as tes pulsations qui vont monter, tu as le palpitant qui s'emballe également. Émotionnellement, voilà, tu le sens à l'intérieur. Donc pour moi, c'était prendre de l'influx nerveux. Donc ça, la visualisation, je la faisais, par exemple, si mon épreuve était à 18h, une finale était à 18h, j'allais faire la visualisation avant de partir à la piscine pour aller m'échauffer, donc sur les coups de 15h ou 15h30. Mais juste avant l'épreuve, je me focalisais sur ma respiration.
ma respiration, c'est ce qui me permet à moi de contrôler un petit peu mon stress, mes émotions. D'accord, là il y a une question de Teva qui est intéressante. Qu'est-ce que tu visualisais? Qu'est-ce que tu visualisais? Ouais, bah, je visualisais tout simplement ma course. Et D'accord. en fait, j'imaginais ma course idéale, ma course parfaite. Et pour vous faire rentrer un petit peu plus dans ce que je vivais, c'était que moi, une de mes plus grosses faiblesses, c'était les autres. J'avais tendance très souvent à me focaliser trop sur les autres. Que sur... Et même pendant une course. Même pendant une course, alors qu'on est sur un sprint, un effort vraiment intense, j'arrivais pas à ne pas regarder à côté où étaient les autres. Donc pour moi, en visualisant une course idéale, eh bien c'était une course où en fait j'avais deux murs de chaque côté de moi qui me permettaient de me focaliser uniquement sur mon effort et mon épreuve. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on a eu beaucoup de retours aussi avec des gars et notamment même des gars qu'on suivi, que Isma a suivi. C'est ce fameux rapport qu'ont certaines personnes. C'est-à-dire que quand tu fais une épreuve, donc je parle d'une épreuve sur un parcours par exemple, où tu as de la réflexion, tu as des choses à faire et tu as un instructeur qui te regarde. Et en fait, tu es plus focalisé sur ce que va penser l'instructeur de ta performance, c'est-à-dire que tu te dis putain, il m'observe et tout, et tu perds tous les moyens sur ce que tu dois faire. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que tu l'as dit, et toi, ta manière aquatique et natation, et c'est exactement la même chose. Donc, c'est vraiment, c'est super intéressant. Et moi, j'ai une petite question. Juste pour reprendre là-dessus, après, c'est différent pour nous, puisque nous, on est sur une épreuve, un sport individuel, et vous êtes dans vous devez vous projeter sur une situation, un contexte particulier. Donc, bien évidemment, vous avez la nécessité de savoir vous focaliser sur ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous devez faire dans l'épreuve, tout en gardant une certaine conscience de ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est un double effort à faire. Vous ne pouvez pas vous permettre, en situation de mission, par exemple, d'être uniquement focalisé sur vous-même. Vous devez prendre en considération l'entourage et les gars qui sont autour de vous. Voilà. C'est bien sûr tous les paramètres extérieurs. Et moi j'ai une question en fait qui m'intéresse. Quand tu es arrivé sur le plot à une course, donc une grosse course, et que tu as du monde, comme tu dis, des nageurs, pareil, internationaux qui sont à côté de toi, à ce moment-là, avec tous les gens qui y a autour, etc., est-ce que tu entends encore les gens? Est-ce que tu les vois? Ou là, une fois que tu es sur le plot, il n'y a que ta ligne et tu arrives justement à faire ce que nous, on arrive à faire dans certains cas, à occulter tout ça. Un peu cet effet tunnel qu'on essaye d'enlever des fois, mais qu'il faut garder, par exemple, notamment sur une course. Est-ce que toi, tu arrives à l'avoir sorti? Tu n'en as plus rien. Tu étais vraiment sur ton plot, ta course, et c'est un bruit un peu de fond parce que tu sais qu'il y a du monde, mais c'était parti, il y a plus rien. En fait, c'est les plus belles courses que j'ai vécues, et mes meilleures courses, mais même les courses que j'ai vécues de la meilleure manière, sont ces courses-là. Ces courses où, au moment où je monte sur le plot, il n'y a plus rien autour. Plus rien. Comme tu disais, il y a un bruit de fond, mais tu n'arrives pas à le déceler, tu n'arrives pas à l'identifier clairement et tu ne t'en soucies pas. Et en fait, il n'y a que toi et la ligne d'eau qui est en face. Et ça, c'est les courses que j'ai le plus appréciées, ne serait-ce d'un point de vue de performance, mais en termes de ce que j'ai vécu au moment de cette course. C'est là que tu te dis, là, j'ai réussi à effectuer ce que je voulais et être dans une concentration maximale. C'est génial. J'en profite pour faire un petit bonjour vite fait à Juju, qui fait partie aussi de la team FS Coaching, qui est préparation mentale et sophro. Et Juju, justement, il prépare aussi les athlètes et les jeunes qui veulent rentrer sur la partie stress, parce que, comme je te l'ai dit, il y en a qui arrivent. Moi, personnellement, je sais que j'avais un point d'ancrage, hein, c'était de la musique, et je sais que j'ai une certaine musique que quand je la mets, voilà, ça me permettait vraiment de me mettre dans ma bulle. Avant de sauter, quand on monte à 4000, pareil, je mettais cette musique-là et ça me permettait, voilà, de me mettre dans ma bulle, parce que c'est pas que c'est pas évident, mais il peut se passer tellement de choses en un claquement de doigts, donc il fallait quand même avoir ce stress, justement, passer de ce stress un petit peu négatif, le rendre positif, donc cette adrénaline qui fait que là, tout en étant conscient, parce que si on n'est plus conscient et si on est un petit peu insouciant, c'est pas bon non plus, parce qu'on doit savoir ce qu'on fait, et donc voilà, chacun a sa... Exactement. Prochaine, alors attends, il y a une question qui est intéressante. La quoi? Il y a une question de Teva qui est pas mal. Teva, il parle pas mal. Alors, tu as beaucoup de gens, t'es l'idole de beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, tu vois. Quelle a été la grosse différence pour toi entre le milieu INSEP, cercle nageur et ce stage? Donc, en gros, est-ce
Parce que tu vas avoir une grosse différence entre le stage que tu as fait avec nous, un stage que tu as pu faire qui était dur peut-être à l'INSEP, et les stages que tu faisais au Cercle des Nageurs. Quelle est la Alors, différence? oui, il y a eu une énorme différence entre ce que l'on. Alors, personnellement, je ne suis pas passé par l'INSEP, mais il y avait une grosse différence entre ce que nous faisions au cercle, et ça revient un petit peu à dire ce que je disais tout à l'heure, pardon, c'est que au cercle, on faisait une préparation et on essayait de nous mettre dans les meilleures conditions à chaque fois pour effectuer le travail et de la meilleure manière possible. Vous essayez constamment de nous déstabiliser pendant les défis, pendant les challenges que vous nous faisiez faire. Donc c'était ça la plus grosse différence. C'était la gestion des émotions, tout simplement, de la concentration et savoir se focaliser sur ce que l'on a à faire. C'était ça la plus grosse différence. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques années d'entraînement aux États-Unis et je suis parti en fait étudier là-bas et dans ce cadre-là, on avait un préparateur physique qui se rapprochait énormément de vos méthodes. C'est-à-dire que il nous faisait faire une préparation physique, un circuit training par exemple, et pendant tout le circuit, il essayait que de nous déstabiliser, de venir nous parler en leur. Par exemple, une des citations vraiment qui m'a marqué, c'était de rester accroché à une serviette, donc qui était passée au-dessus d'une barre de traction. Il avait mis une serviette, il fallait l'attraper et rester accroché comme ça. Ouais. Et sur une minute. Voilà, sur une minute. Et pendant une minute, bon, ça paraît très simple à faire, mais quand on a un circuit de 40 ou 50 stations et qu'on vient d'enchaîner, par exemple, porter des pinces, des poids de 20 kg à la pince comme ça et de marcher autour de la salle, derrière, tu prends la serviette, tu as les mains qui tétanisent. Enfin bref, physiquement, c'est dur. Mais ce qui était le plus dur, c'était de le voir venir, de se rapprocher de toi sur cette station et de venir te titiller, te murmurer à l'oreille à quel moment tu vas lâcher, Fred, à quel moment tu vas laisser tomber ton équipe, parce que tu sais que si tu lâches là, on recommence. Typiquement militaire, ça. Ouais, et c'est exactement un petit peu c'est exactement ce que vous nous avez fait vivre, et j'avais ce souvenir en tête, et c'était vraiment la plus grosse similarité que j'avais pu voir avec ce que j'avais vécu à l'entraînement. De toute façon, les meilleures performances individuelles chez nous, elles se font grâce à l'esprit d'équipe en fait. C'est parce que tu es tellement de choses importantes et c'est ça qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on fait esprit, c'est fait esprit, on te dit tout le temps, ok, là tu vas arrêter, ok. Mais si tu arrêtes, t'imagines que tes collègues ils vont faire 10 fois plus à cause de toi, donc tu vas arrêter. Et c'est ça qui fait du coup, mais c'est bien parce que ça te permet à chaque fois de sortir de la zone de confort et c'est cool, c'est cool. Ouais. Je dis aussi vite fait un petit bonjour, il y a Mehdi Metella aussi qui est dessus, donc qui fait partie aussi des bons nageurs maintenant du cercle des nageurs. Je crois qu'il y a encore un Mehdi. Ça fait longtemps que je suis pas passé. Ah oui, Mehdi, il y a encore. Alors Mehdi, il est encore, il marche super fort. Ouais, j'ai vu ça. Il va revenir encore plus fort. Voilà, il s'est fait opérer il y a quelques semaines de l'épaule. Il est en convalescence, mais il fait un travail de rééducation très très bon. Il est en train de s'accrocher. Et je suis très heureux d'ailleurs. C'est une des décisions qui a été prise de retarder les Jeux Olympiques d'un an. Ça va nous permettre à notre Mehdi national de revenir et de s'éclater l'année prochaine, j'en suis sûr. Exactement. Non, je suis content. Bon, on se connaît un petit peu moins qu'avec toi, mais on s'était croisés au cercle. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il est black. Et un black dans la natation qui nage comme ça, c'est cool. Il n'y en a pas 150 000, donc c'est important. C'est super important. Non, au-delà de sa couleur de peau, c'est un phénomène. Dans l'eau, c'est un phénomène, vraiment. Ah ouais, je l'ai vu, il est très, très puissant. Super. Et la dernière question, si tu devais, là, demain, on te dit, voilà, on va repartir sur ce parcours à quoi? On va changer 2-3 petits ateliers, d'accord? On va repartir dans ce truc-là. Comment tu devrais te préparer là? Comment te préparais-tu? Est-ce que tu te prépares différemment? Tu sais que ça va être pareil. Tu achètes de l'équipement, on va te mettre un casque, on va te mettre pareil. Ouais. Comment tu te prépares? Et si on nous faisait faire le parcours comme vous nous l'avez fait faire, c'est-à-dire en situation réelle, mais sans contrainte de temps, juste finalement passer les épreuves. Exactement. Ouais, en fait, ça serait simple. J'essaierais de replonger dans ma mémoire, d'essayer de me rappeler toutes les horreurs que vous nous avez fait faire et essayer de les reproduire un petit peu ici. Par exemple, ce fameux parcours aquatique, je sais que je m'entraînerai à effectuer un parcours, recréer un parcours aquatique et le rendre plus difficile volontairement. C'est-à-dire que, par exemple, dans la difficulté, plutôt que je mettrais plus de vêtements sur moi pour accentuer le poids, pour accentuer la difficulté, de manière à me préparer, et que le jour de l'épreuve, finalement, c'est pas que ça me paraisse facile, mais que l'épreuve physique en elle-même
soit presque plus simple que ce que j'ai réalisé en préparation et que grâce à cette facilité entre guillemets, eh ben, je puisse plus me concentrer sur les émotions. D'accord. Ok. Voilà. Cool. Et C'est pareil, enfin, si demain tu me dis il faut que tu te prépares pour un 10 km, eh ben, dans l'optique, je vais essayer de me préparer et courir un maximum pour être prêt à faire 15 km, pas 10. Et donc du coup, si on te dit, ah, ok, la semaine prochaine, tu viens à Lorient, ou tu vas même pas à Lorient, on refait un parcours. Est-ce que tu penses que tu as quand même du stress qui va venir, étant donné que tu sais ce qui t'attend, tu sais que ça va être un truc équipé. Est-ce que tu penses quand même que tu seras un petit peu stressé? Non, mais de toute façon, il n'y a pas de stress. La semaine prochaine, on est encore confiné, donc je peux pas venir. Stop, stop. Dernière question bonus. Je te prends encore 1 minute pour la question bonus. La cuve, ça c'est la question de tous les jeunes qui veulent rentrer chez Commando Marine. Ils ont tous cette appréhension forcément que j'ai eu aussi. Hein. Pour toi, la cuve, comment tu l'as vécu? La cube, je l'ai vécu beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile et en fait, physiquement. Et en fait, physiquement, il n'y a quasiment rien à faire. Il faut juste se faire confiance à l'instructeur déjà lorsqu'il t'explique ce que tu t'apprêtes à faire, ce que tu t'apprêtes à passer comme épreuve, lorsqu'il te dit un petit peu ce que tu dois faire. C'est-à-dire que bon, bah, tu descends, tu dois aller dans un tunnel, rester en apnée, etc. C'est pas une épreuve physique insurmontable. C'est encore une fois juste une certaine gestion de ses émotions et de son stress. Donc la cuve, j'ai vécu l'appréhension, mais pendant l'épreuve, il n'y avait plus aucune peur en fait. Ok. Sachant que la cuve, pour ceux qui suivent ou qui rattrapent maintenant, c'est que la cuve que vous avez fait, donc vous avez fait, si je me souviens bien, on a sauté de la plateforme, vous avez attrapé l'asperge, on est tombé, vous êtes passé dans le tube. Les sélections que vont faire les jeunes qui passent la cuve. Donc déjà normalement elle sera un peu plus froide parce que les périodes de stage co font que c'est un petit peu différent. Et ils vont chercher un plongeur qui est à peu près à 3 mètres. Donc ils sautent de la plateforme, pas celle que tu as vue en haut, une autre plateforme, se jettent à l'eau, ils font à peu près 200-300 mètres en nage de combat, et arrivés au bout, ils ont un canard à faire de 3 mètres à peu près, et ils vont chercher un plongeur. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est froid, comme c'est trouble, s'ils loupent le plongeur, c'est sec et ils sont virés. Et après il y a tout le parcours que vous avez fait, mais c'est bien. C'est bien déjà. Ce qu'on a fait nous n'a rien à voir en termes d'effort par rapport à ce que les stagiaires doivent faire. Ça n'a rien à voir. Et savoir gérer son effort physique sur une nage pendant 200 ou 300 mètres. Et puis derrière, savoir contrôler sa respiration alors que l'eau est froide et qu'on le sait tous, hein, dès qu'on a froid, on a le souffle coupé. C'est beaucoup plus compliqué. Ok, il y a une dernière question, je ne sais pas si tu veux répondre. On te demande si est-ce que l'eau froide ça a beaucoup d'impact sur tes performances, toi de nager dans l'eau froide ou pas? Ouais. Complètement. Alors nous, il faut savoir que en entraînement, en période d'entraînement, on s'entraînait dans une eau à 27-28 degrés, donc une eau très chaude. En l'occurrence, pourquoi? Parce qu'on passait un peu plus de 2 heures dans l'eau et qu'on passait pas 2 heures à nager constamment. Donc il y avait des moments où on était arrêté au mur, on écoutait les consignes, les conseils, et puis il y avait souvent du temps de repos. Donc pour pas se refroidir trop dans l'eau, les températures des bassins dans lesquels on s'entraînait étaient à 27 ou 28. Par contre, en compétition, une température de bassin de compétition idéale se situe entre 25,8 et 26,4. Pourquoi? Parce qu'avec le froid, la sensation de l'eau est plus dure. On a l'impression que l'eau est plus solide. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça. Donc on a des meilleures sensations d'appui. Maintenant, il y avait aussi ce paramètre-là, c'est qu'une eau trop froide vient te couper le souffle. Donc c'était aussi une question d'habitude et essayer de s'acclimater le plus rapidement possible. Ok, bon, en tout cas c'était super clair, c'était vraiment intéressant. Je vous invite à venir suivre Fred hein, sur Instagram. Là vous avez, j'ai épinglé Fred Bousquet Swim. Vous pouvez venir suivre un petit peu. Je sais pas, est-ce que tu partages des entraînements de natation ou d'autres entraînements où tu partages des petites choses sur ton compte? Je pense, allez voir. À mon avis, il doit y avoir pas mal de choses intéressantes. Ouais, pas vraiment, on peut pas physique jusqu'à présent. Enfin, depuis le début du confinement, c'est vrai que j'ai passé quelques vidéos sur des circuits que je me fais ici pour garder la forme, pour me dépenser, pour voilà, décompresser un petit peu. Dans l'eau, non, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de partager quoi que ce soit, mis à part les courses que j'ai pu effectuer. Mais c'est quelque chose auquel je réfléchis puisque je me suis lancé dans du coaching. Donc, yes, on en parlera, c'est super cool. Moi, je te remercie, je te retiens pas plus longtemps, Fred.
Et de toute façon, ben, on se voit bientôt. Et puis, en tout cas, merci de ton temps. J'espère. Merci Ouais, de merci à ton temps. toi. Et puis, on se tient au jus. Et puis, prends soin de tes proches. Et puis, je te dis à plus tard. Et merci pour Allez, les merci. jeunes et tous. Et ça peut leur donner des bonnes idées. Et puis, je pense que voilà, faut vraiment, pour tous ceux qui regardent, hein, faut vraiment prendre en compte en fait que là, vous avez eu la chance de pouvoir interagir avec quelqu'un donc qui fait partie des meilleurs nageurs français. Ce sera pas le premier. Je pense que je vais en avoir d'autres. On va essayer de refaire deux, trois choses pour avoir plusieurs visions. Mais voilà, c'est le temps, comme je dis, hein, le temps, on en a là un petit peu pendant le confinement, donc on profite, on profite pour faire ça. Mais voilà, c'est des conseils qui sont vraiment intéressants. À vous de les analyser. Mais une fois de plus, même avec tous les meilleurs conseils du monde, et ça je vous l'ai déjà dit, hein, avec tous les meilleurs conseils du monde, après face à l'objectif, vous serez tout seul. Donc prenez les choses, mais ne comptez pas, c'est pas parce que lui il prend qu'une apnée et que vous en faites qu'une que vous allez réussir. Non, il y a encore plein d'autres choses. On va en discuter un petit peu là pour la suite du live, mais je vais libérer Fred. Et puis voilà. Je te remercie Fred. Alors, merci à toi et puis merci à tous. J'espère que mes réponses vous auront aidé quelque part. Puis bon courage à ceux qui préparent le stage. Ça roule. Merci Fred. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao, merci. Ok, donc voilà, vous avez eu un petit peu des éléments sur la partie aquatique. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Je vais répondre, j'ai vu une question, moi je vais répondre aux questions sur lesquelles je peux répondre hein, sur la partie aisance aquatique, assez simple, hein, notamment les oreilles. J'ai vu passer la question. Concernant les oreilles, vous avez plusieurs méthodes. Moi, j'utilisais la méthode Vassalva. En fait, c'est quand je descendais, j'avalais ma salive. Et quand j'avale ma salive, en fait, ça vient automatiquement ça vient décompresser au niveau de mes oreilles. Et du coup, j'avais pas mal aux oreilles. Ensuite, il y en a certains qui n'arrivent pas. Et en fait, quand vous plongez, il faut prendre ici, au niveau de votre nez, vous soufflez et ça va venir faire une surpression pour pouvoir éviter votre, comment dire, d'avoir mal aux oreilles. Voilà. Et je sais qu'avec le froid, des fois, je le faisais pas. Alors, je sais pas pourquoi, mais avec le froid, des fois, j'ai pas besoin de le faire. Donc, même dans la cuve, souvent, je le faisais pas ou je n'avalais pas ma salive et je descendais à 3 mètres, ça me faisait pas mal aux oreilles. Donc, ça dépend, voilà, ça dépend de plein de choses. Ok, ce live là, je vais le laisser en rediff. Je vais essayer de le sauvegarder, comme ça on pourra le mettre sur un autre endroit pour que vous puissiez le re-regarder, parce que c'était vraiment des réponses intéressantes. On essaiera de refaire aussi avec un nageur. Je vais essayer de prendre différents sports de haut niveau, parce qu'en fait, dans les sportifs de haut niveau, il y a des choses qui peuvent, on va dire, des éléments qui peuvent se recroiser avec de la préparation physique, notamment pour vous, pour les tests. Salut Jérôme. Et donc, je pense que c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai encore allé, je vais voir quelle heure il est. Hop, je peux encore avoir une petite 10 minutes pour rester avec vous si vous avez des petites questions. Pour le plongeur, comment s'entraîner? Ben, c'est pareil, vous faire nager, et puis après vous avez les tests de plongeur avec la gueuse. Moi, je les ai pas fait, hein, c'était pas un cours qui m'intéressait. Mais vous avez travaillé l'apnée, les apnées de toute façon c'est éliminatoire. Travailler, nager, comme l'a dit Fred, hein, c'est comme le vélo. Le vélo, ben, pour devenir meilleur, faut rouler. Pour courir, faut courir, etc., etc. Donc après, les conseils pour le plongeur, ben, c'est l'aisance aquatique. Travailler aussi avec un poids, nager avec un poids, palmer beaucoup aussi sur le dos, parce que vous allez avoir des trucs où vous allez palmer avec le dos. Comment palmer sur le dos, pardon. Donc travailler tout ça. Et ensuite, là je vois les conseils pour le GIGN, les différents conseils. Dites-vous bien qu'en fait, il y a une base, que ça soit GIGN, que ça soit RAID, que ce soit Commando Marine, que ce soit Premier. Vous avez une base en fait, et dans la base en fait, pour toutes ces unités en fait d'élite, c'est la même. C'est, comme je vous le redis encore une fois, c'est de travailler votre mental, travailler votre endurance physique, travailler traction, abdos, pompe, course à pied, natation, et après c'est là que ça se passe. Donc il y a pas 150, il y a pas 150 façons. Pour les points pieds poings liés quand vous nagez, pour ceux qui ont jamais nagé, pardon, qui n'ont jamais nagé pieds poings liés, c'est pareil, c'est la technique. Vous avez une technique où vous vous mettez sur le dos et vous allez pouvoir onduler et prendre une respiration sur le côté, parce que en fait vous ne pourrez pas vous pourrez pas rester hors de l'eau complètement. Voilà, il faut tester. Mais du coup, sur cette partie-là, on refera un petit live avec un collègue de FS Coaching du GI, hein, avec Chris.
et on parlera un petit peu de tout ça. On va à chaque fois essayer de faire ça. Vous avez vu sur le live, il y avait aussi donc William qui a participé au stage, qui était aussi un nageur olympique aussi, il fait partie aussi des meilleurs Français à l'époque au cercle des nageurs. Mehdi Metella, vous avez vu, hein, qui fait toujours partie du cercle des nageurs, hein, donc pareil, vous pouvez le suivre, hein, c'est un très bon nageur. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je réponds encore à 2 questions et après je coupe. Et puis je vous dis à la prochaine et je réfléchis à un prochain. Continuez à suivre FS Coaching, c'est vraiment bien. Donc FS Coaching, comme vous avez pu l'apercevoir, ça prend beaucoup d'ampleur. Donc ça c'est vraiment cool. On a certainement un nouveau coach qui va arriver encore dans la team. Il y en a encore d'autres, hein. Là j'ai commencé les présentations des différents coachs. Vous allez voir, il y en a encore pas mal avec des bons palmarès. Vraiment des très bons coachs. Et vous êtes, pour ceux qui suivent les coachings, pour l'instant c'est on va dire du 100% de réussite. Vous êtes coaché forcément par des gens de l'élite, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, plus de questions, je vous dis à bientôt, et puis j'espère que ça vous a plu. Allez, à plus tard, ciao ciao.